Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un des sujets les plus importants des mathématiques, les nombres premiers. On commence avec la définition. Un entier P euh, appartenant à n, donc un entier P positif, est dit premier si et seulement si il a exactement deux diviseurs positifs distincts. Ok. Donc dans ce cas, ces deux diviseurs sont 1 et P. Donc pourquoi ça, hein? Donc si on prend soit n dans n, et qu'on liste les diviseurs positifs de n, où d plus est la notation, voilà, d de n, donc les diviseurs de n privés des entiers négatifs, donc en gros les entiers positifs qui divisent n, tout simplement. On sait que là-dedans, il y a forcément 1 et n, parce que n égale n fois 1. Donc 1 divise n, n divise n. Et si on a l'hypothèse qu'il a exactement deux diviseurs positifs distincts, eh bien, par égalité des cardinaux, on aura cette égalité-là et on obtiendra que les diviseurs positifs distincts sont bien 1 et n. Maintenant, il y a bien l'hypothèse distinct, ce qui veut dire que si n égale 1, on aurait 1, 1, donc qui ne sont pas distincts, on n'aurait qu'un seul, diviseur positif. En effet, si on écrit d plus de 1, on obtient 1. Donc il n'y a qu'un seul diviseur positif pour 1 et pas 2. Ce qui veut dire que 1 n'est pas premier. Exemple de nombres premiers, 2, 3, 5. Donc ça, c'est les premiers qu'on connaît tous très bien. Et maintenant, on va passer au crible d'Ératosthène qui permet de trouver les nombres premiers, par exemple de 1 à 36 ici. Donc on fait un tableau, une liste, ce qu'on veut. On met les nombres de 1 à 36. Et on va à la première case et on regarde si le nombre dans cette case est premier. Si il est premier, on le laisse comme ça. S'il n'est pas premier, on le raye. En l'occurrence, 1 n'est pas premier, on vient de le voir. Donc on le raye. Le but étant à la fin de ne garder, de voir les nombres premiers comme les cases étant non rayées. Voilà. Et faire apparaître les nombres premiers en rayant les nombres qui ne sont pas premiers. Maintenant, on passe à 2. Est-ce qu'il est premier? Oui. Donc on ne le raye pas. Et là, vous allez me dire, oui, mais ce que tu fais là, c'est juste naïf, tu passes d'une case à l'autre, tu vas juste vérifier pour tous les entiers de 1 à 36 s'ils sont premiers ou non. Et non, parce que là, en plus de ne pas le rayer, on va regarder tous les multiples de 2 et on va même rayer tous les multiples de 2. Pourquoi ça? Parce que prenons 4 et qu'on écrit les diviseurs positifs de 4. On a 1 et 4, forcément. On a dit, à chaque fois qu'on a un entier n, on a 1 et n forcément. Mais on a aussi 2, parce que c'est un multiple de 2. Du coup, on se retrouve avec 3 diviseurs positifs distincts. Or, être premier, c'est avoir 2 diviseurs positifs distincts. Donc, il y en a 3, il y en a plus de 2. Donc, il n'est pas premier. Et pareil, si on prend n'importe quel voilà, entier pair, ben on aura 1, on aura lui-même, on aura 2, on aura d'autres choses, peut-être, ou non, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, on en aura au moins 3 distincts, donc pas 2. Strictement supérieur à 2 en tout cas. Donc ce qui fait qu'on peut rayer tous les entiers pairs. Ce qui, dans ce tableau, correspond aux colonnes 2, 4 et 6. Ok? Donc là, on s'est déjà occupé d'une bonne partie du tableau. Maintenant, on va regarder 3. Est-ce que 3 est premier? Oui. Donc on ne le raye pas. Et on va rayer tous les multiples de 3 pour la même raison. Hein. On aura 1, lui-même 3, donc on aura plus de 2 diviseurs distincts. Positifs. Aussi. Donc on raye 9, 15, 21. Voilà, cette colonne-là, elle est assez facile. Ici, il n'y a rien à rayer. Ici, il n'y a rien à rayer. Ok. Maintenant, on passe à 5. On peut rayer 35, 25. Et là, on est presque arrivé à la fin. On regarde 6, 7, il y a 14, 21, 28, 35. Ok, d'ailleurs, c'est très intéressant. Ça passe en diagonale. Les multiples de 7 sont comme ça, en diagonale. Voilà, pourquoi pas. Multiple de 11, 11, 22, 33. Ok, assez amusant, il faut faire
descendre 2 et on va 1 à gauche. Descendre 2, on va 1 à gauche. Okay. 13, il y a 26. 26, c'est pas là, ça c'est un 20. Il y a 26, donc qui est déjà rayé. Et après, on sort à 39 en dehors du cadre. 17, 34, et après, on sort en dehors du cadre. Et là, on va s'arrêter à 17. Et vous allez me dire, mais pourquoi il faut regarder si 23 n'est pas premier, si 29 n'est pas premier, si 31 n'est pas premier, etc., etc. Et pourquoi il n'y a pas besoin de regarder pour ces nombres-là? Tout simplement, supposons par l'absurde qu'ils ne sont pas premiers, c'est-à-dire qu'il existe un diviseur, voilà, dit autre que 1 et lui-même. Par exemple pour 29. Donc on regarde déjà pour 2, 3, 5, 7, 11, 13, 20, 17, 17. On a regardé. On a regardé, on a fait, par exemple, on a fait 5 fois 5, 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3. On a regardé tous les multiples de 5 jusqu'à ce que ça sorte du tableau. Voilà. Et on n'est pas tombé sur 29. Donc ça veut dire que déjà pour toute case qu'on a vérifiée ici, pour 29, c'est bon. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais il faut vérifier pour 19 et 23. Si on n'a pas 23 fois quelque chose qui fait 29 par hasard, eh bien regardez ça. Le critère, c'est d'arrêter après la moitié. Et pourquoi? Parce que s'il y a un nombre qui est après la moitié de 36, donc si il y a un k qui va être supérieur strict à 18, et qu'on multiplie ça par n'importe quel entier, par exemple si on regarde 19 fois 2, voilà, ben on aura 2k qui sera supérieur strictement à 2 fois 18 qui est donc 36. De la même manière, on aura 3k qui sera strictement supérieur à 36. Donc forcément, quand on multiplie ces cases-là par quelque chose de plus grand que 1, donc si on tombe 1, on tombe eux-mêmes, donc on ne pourra pas tomber 29. Et si on multiplie par 2, on sera en dehors du cadre. Donc il n'y a pas besoin de... c'est impossible que ça tombe sur 29 si ça tombe en dehors du cadre. Donc on n'a pas besoin de regarder après 18. Et donc là, on est sûr que tous ces nombres-là, ils sont bien premiers. Maintenant, une proposition sur les nombres premiers qui permet de caractériser les nombres premiers, c'est-à-dire en plus de la définition, on peut dire que c'est strictement équivalent à ces choses-là. Alors donc, P est premier. Et ensuite, une propriété assez obscure, une équivalence avec des premiers entre eux, ne divise pas, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et aussi, P est premier avec 1, 2 jusqu'à P-1. À noter que dans l'énoncé, on prend P qui est différent de 1, parce que sinon, on aurait cette propriété qui serait vraie. 1 est premier avec 1, 2 jusqu'à P-1. 1 est premier avec tous les entiers, oui. Et on aurait 1 qui est premier, ce qui n'est pas le cas, donc il faut prendre P différent de 1, très important pour que ces équivalences soient vraies. Donc on va d'abord retraduire la propriété 2 qui est un peu obscure à première vue. Mettons P égale 6 et P et A égale 8. On a 6 qui ne divise pas 8, ça c'est vrai, mais pourtant 6 et 8 ne sont pas premiers entre eux, parce qu'ils ont 2 comme diviseurs communs. C'est-à-dire que dès qu'on a des nombres premiers entre eux, on sait que l'un ne divise pas l'autre. Ça, c'est assez clair parce que si ça divisait... par exemple, si on prend A, B, les deux différents de 1 premiers entre eux, et qu'on suppose par l'absurde que A divise B, on a A divise B et A divise A, et donc ils ont un diviseur commun strictement différent de 1, donc ils ne sont pas premiers entre eux. Donc ça, c'est sûr que quand on a des entiers premiers entre eux, on a forcément A ne divise pas B et B ne divise pas A. Donc ça, c'est forcément sûr. Mais parfois, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que la propriété d'être premier entre eux, c'est pas équivalent à ne pas diviser. Exemple, on a 6 qui ne divise pas 8 et pourtant, ils ne sont pas premiers entre eux. Et bien là, quand vous avez un nombre premier, par exemple, vous prenez 7, vous prenez 22, voilà, vous avez 7 qui ne divise pas 22, et bien vous pouvez directement dire qu'ils sont premiers entre eux. Ça, c'est la puissance du nombre premier. Donc, on va essayer de prouver tout ça. On va commencer par 1 vers 2. Supposer que P est premier.
Donc pour l'équivalence, on a déjà dit que le sens de haut vers le bas est assez évident. On va quand même le réécrire, hein. Donc on va prendre soit A appartenant à N, P et A, premier entre eux. Alors, on sait que P est... si A égale 1, alors P et 1 sont bien premiers entre eux, donc on va faire le cas A égale 1. Si A égale 1, alors on a P qui ne divise pas 1, parce que P est strictement supérieur à 1. Et si A différent de 1, on a P... on va supposer par l'absurde que P divise A. Supposons par l'absurde que P divise A. Alors, on aurait P divise A, mais aussi P qui divise P. Donc on aurait un diviseur commun à A et à P qui est strictement plus grand que 1. Donc on aurait tout simplement P et A non premiers entre eux. Absurde. Sachant qu'on n'a pas utilisé l'hypothèse que P est premier du tout dans cette preuve, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quel A et B premiers entre eux, on a A qui divise pas B et B qui divise pas A, du moment qu'ils sont différents de 1. Ensuite, la réciproque, supposons que P ne divise pas A. Montrons que P et A sont premiers entre eux. Alors, montrer qu'ils sont premiers entre eux, c'est la même chose à chaque fois. On prend D, un diviseur de P et de A. Voilà. Et on veut montrer que ce D, il est égal à 1 ou moins 1. Donc ici, on va prendre un diviseur positif. Comme ça, on va pouvoir utiliser cette propriété sur les nombres positifs. Là. D supérieur ou égal à 0, même strictement supérieur à 0. Voilà. Ça dépend si on prend, bon, si on prend A égale 0, de toute façon, on aura P et A qui ne sont pas premiers entre eux, donc autant prendre D supérieur strict à 0. Alors, et donc il faut montrer que ce D il est égal à 1. Et là, donc, il faut utiliser l'hypothèse que P est un nombre premier. On a D qui divise P. Et les diviseurs des nombres premiers, on sait qu'ils en ont exactement deux, c'est 1 et P. Donc, si D égale 1, c'est bon. On a montré ce qu'on voulait, parce qu'on veut montrer que D égale 1, je le rappelle. Montrer qu'ils sont premiers entre eux, c'est-à-dire que n'importe quel diviseur de A et B positif sera 1. Maintenant, si D égale P, alors on a D égale P qui divise A. Donc on a P qui divise A, contradiction de l'hypothèse de départ, impossible. Donc finalement on a bien D qui divise 1, enfin D qui égale 1. C'est parfait. On va passer à l'hypothèse, enfin au 3 là, 2 vers 3, qui est assez immédiat. Pourquoi? Parce que, donc on l'a dit, montrer que P est premier avec 1, 2, P-1, c'est montrer que P ne divise pas A. Pourquoi? Parce que on suppose ce qui est juste avant. Donc, je sais pas, pour tout A appartenant à N, donc pour tout K égale 1, 2 jusqu'à P-1, montrer que P et K sont premiers entre eux, ça revient à dire que P ne divise pas A. Donc, si on prend K appartenant à 1, P-1,
On a P qui ne divise pas K, forcément, parce que P est strictement plus grand que K. Voilà. Et ça revient à dire que P et K sont premiers entre eux, d'après la propriété précédente. Maintenant, on va montrer la propriété 3 vers 1. C'est-à-dire qu'on va supposer que... je vais l'écrire. Voilà, c'est ça qu'on veut montrer. Supposons que P est premier avec 1, 2 jusqu'à P-1 et montrons que P est premier. Alors, montrer que P est premier, c'est-à-dire que ses seuls diviseurs, c'est 1 et P. Donc on va écrire soit D, donc supérieur strict à 0, D divisé en P. On peut prendre strictement supérieur à 0, encore une fois, parce que on a P qui est différent de 0, parce que 0 n'est pas premier avec ces entiers-là. Et donc nous, on veut montrer soit que D égale 1, soit que D égale P. Donc là, il va y avoir une disjonction de cas derrière tout ça. Il faut juste la trouver. Donc on va montrons que D égale 1 ou D égale P. Donc, on sait que D divise P et que D est strictement supérieur à 0. Donc, on va faire tout simplement le cas. Si D égale 1, c'est bon. C'est bon parce qu'on a trouvé D égale 1. Maintenant, si D est différent de 1, ça va être ça notre disjonction de cas. On va essayer de montrer que D égale P. Si D est différent de 1, on a D donc, qui divise P, et donc D qui ne divise pas 1, qui ne divise pas 2, qui ne divise pas P-1. Pourquoi? Parce que P est premier avec 1, 2 jusqu'à P-1. Donc ça veut dire que il ne partage pas de diviseur en commun. Donc ça veut dire que si par l'absurde D divisé 2 par exemple, on aurait D qui diviserait 2 et P, donc P et 2 qui ne seraient pas premiers entre eux puisqu'ils auraient un diviseur commun différent de 1. Donc on peut affirmer avec certitude que D ne divise aucun de ces entiers-là. Ok? Si D ne divise aucun de ces entiers-là, en particulier, on a D qui va être différent de ces entiers-là. En particulier, on ne peut pas avoir D égale 1 par exemple. D égale 1. Bon, ça on le sait déjà parce que D est différent de 1, mais on ne peut pas avoir D égale 2, on ne peut pas avoir D égale 3. On ne peut pas avoir D égale P-1 parce que ceci diviserait P-1. Et là, si on regarde les diviseurs de P, on a pris un diviseur de P, on sait que D, il est strictement donc positif et il est supérieur, inférieur ou égal à P. Bah oui, parce que s'il était strictement supérieur à P, il ne pourrait pas le diviser. Donc là, on revient à avoir... donc on ne peut avoir ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc on a D différent de 2, D différent de 3, D différent de P-1. Donc on a en gros D différent de 1 jusqu'à P-1 et D qui est compris entre 0 et P. La seule valeur possible, c'est donc D qui vaut P. Voilà pour cette caractérisation. Et maintenant, on va passer au lemme d'Euclide ou lemme de Gauss simplifié, comme j'ai appelé ça. C'est-à-dire soit P premier, soit A et B des entiers positifs, naturels, tels que P divise A fois B. Alors P divise A ou P divise B. Ça rappelle quelque chose avec le lemme de Gauss, hein, où on a un entier qui divise un produit et on a une conclusion sur la division d'un des termes du produit. Là, c'est presque la même chose. Il va juste falloir utiliser la caractérisation justement qu'on a dite tout à l'heure. Donc on va juste faire une disjonction de cas.
Si P divise A, c'est bon. Si P ne divise pas A, alors, en tant que nombre premier, on a dit que si P ne divise pas A, cela revient à dire que P et A sont premiers entre eux. Alors, P et A sont premiers entre eux. Et là, vous verrez très facilement le lemme de Gauss venir. On a P qui divise AB, P et A qui sont premiers entre eux. Donc, P divise B par le lemme de Gauss. Maintenant, une partie un peu, comment dire, anecdotique, ou plutôt, en tout cas qui n'est pas fondamentale pour comprendre l'arithmétique, mais qui est assez amusante, c'est montrer que l'ensemble des nombres premiers est infini. Et pour ça, on avait juste besoin d'un petit lemme. C'est que si n est un entier différent de 0 ou 1, alors le plus petit diviseur de n, qui n'est pas 1, est premier. Alors, à noter que le plus petit diviseur de n différent de 1, il existe, parce que l'ensemble des entiers qui divisent n, qui sont différents de 1, est non vide. En effet, il contient n. On a n qui divise n et qui est différent de 1, pour n différent de 1. Donc il est non vide, donc il existe bien un plus petit élément en tant que partie non vide de n. Et donc on va prendre, soit d le plus petit au sens inférieur ou égal, hein. Diviseur de n différent de 1. Supposons par l'absurde qu'il n'est pas premier. Voilà. On va essayer de montrer qu'il n'est pas premier. Ça se sent, hein, à chaque fois, soit il est pair, soit il est multiple de 3, soit il est multiple de 5. Enfin, forcément, ça commence par un nombre premier. Qu'il est non premier. Alors, non premier, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'ensemble de ces diviseurs n'est pas exactement 1 et lui-même. Donc, il existe allez, un K qui divise D, ou K différent de 1 et K différent de D. En gros, si on écrit les diviseurs de D, donc on a dit qu'on avait un D, et s'il n'est pas premier, bah, il existe un K au moins, et peut-être d'autres choses. Voilà. Donc K divise D. Or, par hypothèse, D est un diviseur de N, donc transitivité de la division, on a K qui est un diviseur de N. Mais avec K donc qui est strictement différent de D, ça on sait que K divise N, ça veut dire en valeur absolue K qui est inférieur ou égal à K qui divise D, ça veut dire en valeur absolue K inférieur à la valeur absolue de D. Ici on travaille que avec des positifs, donc on a K strictement inférieur à D parce qu'il est en plus différent de D, avec D qui est inférieur ou égal à N. Et donc on se retrouve à avoir simplement un plus petit diviseur de n, voilà, qui est k, alors qu'on avait supposé que c'était d le plus petit, donc c'est absurde. Voilà, absurde. En gros, voilà, ça veut dire que si on a le plus petit diviseur et non premier, bah, il existe un truc en dessous qui le divise, quoi, forcément. Et qui divise n. Et donc tout ça pour montrer que l'ensemble des nombres premiers est infini. Donc encore une fois, une supposition par l'absurde, qui sera revenue beaucoup dans cette vidéo, le raisonnement par l'absurde. Que cet ensemble donc est fini. Donc premier est fini. On va le noter, donc on va numéroter ces éléments. Le premier nombre premier, le deuxième nombre premier, voilà, jusqu'au nème nombre premier.
Et là, l'astuce, c'est quoi? C'est de poser P1 fois P2 fois Pn plus 1. Voilà, ce nombre-là. On va le noter, je sais pas, A. Et après avoir fait ça, utiliser le lemme. Il existe P, donc I appartenant à un N, tel que PI divise A, en tant que plus petit diviseur différent de 1 de A, et on sait qu'il est premier. Et donc là, il y a deux manières de conclure. Dans tous les cas, il faut passer de l'autre côté. En gros, on a A égale K fois PI. Voilà. On a 1 qui est égal à donc KPI moins P1, P2, Pn. Donc on peut factoriser par PI. En gros, c'est PI divise P1 jusqu'à Pn divise A, donc divise toute combinaison linéaire de ces deux termes. Mais en gros, c'est ça, c'est la factorisation. PI fois K moins P1, P2 jusqu'à hop, PI moins 1, PI plus 1, hop, Pn. Et donc on aurait PI qui diviserait 1, sachant que les diviseurs positifs de 1, il n'y a que 1, on aurait PI égale 1, mais PI c'est un nombre premier, donc il ne peut pas être 1, ce serait absurde. Ou on pourrait avoir aussi, si on se rappelle du cours précédent, une relation de Bézout entre PI et entre P1, P2, Pn, puisqu'on a PI fois quelque chose plus quelque chose fois P1, Pn égale 1. Donc une relation de Bézout entre les deux. Donc ça voudrait dire que PI et P1, P2 jusqu'à Pn sont premiers entre eux, ce qui n'est pas le cas puisqu'ils ont un diviseur en commun en l'honneur de PI. Et oui, PI divise PI et PI divise ce produit-là puisque PI est dedans. Donc voilà, il y a deux manières de voir le truc. Moi j'aime bien la manière avec Bézout, après il y a les manières avec la divisibilité et les diviseurs de 1. Tout ça pour dire que c'est absurde et que l'ensemble des nombres premiers est bien infini. Voilà, merci d'avoir regardé.